un calcul assez cynique. Jean-Michel, je crois que le vrai sujet, et on revient sur la désindustrialisation, s'il y a une étude, je crois, qui paraît chez vous dans les Échos demain, en 3 ans, 100 000 postes de travail ont été perdus. Et il y a eu un déficit de 500 entreprises industrielles. Il y a eu à peu près 1000 qui ont disparu et 500 seulement qui se sont créées. 900 entreprises industrielles qui ont disparu en 3 ans. Voilà. Michel Alietta, ça c'est un thème de votre livre, mais la solution elle n'est pas nationale, dites-vous, puisque la seule issue, la seule sortie possible de la crise, c'est retrouver de la croissance. Et vous dites ça ne peut être que le fruit d'une politique volontariste à l'échelle européenne. Oui, elle doit être à l'échelle européenne, puisque ce qui s'est passé, c'est une polarisation en réalité, qu'on retrouve dans les balances des paiements, où nous sommes tous plus ou moins déficitaires de plus en plus, et puis les pays du Nord sont de plus en plus excédentaires. C'est que si vous laissez à la concurrence un espace qui s'intègre d'une manière géographique dans un monde à change fixe, vous ne pouvez pas modifier les prix relatifs, vous avez un processus de concentration de l'industrie là où elle est déjà la plus forte. Et donc ça, on le savait, c'est des résultats d'économie géographique. Et donc on savait qu'il allait avoir ce type de désindustrialisation dès lors que le projet de Lisbonne de l'an 2000 a été un projet qui a été laissé au marché financier et qui a été laissé à une allocation concurrentielle du capital. Il faut des politiques volontaristes qui reterritorialisent les industries si l'on veut vraiment obtenir autre chose sur le territoire. Ou alors, il faut accepter une union justement de transfert, c'est-à-dire exactement comme ça se fait en Italie, où vous avez des transferts permanents en effet du nord vers le sud. Parce que, après tout, que seraient ces transferts? La contrepartie du fait que... Pourquoi il y a eu cette concentration, cette centralisation de l'industrie? C'est que le marché s'est étendu énormément du fait du change fixe. C'est-à-dire l'industrie allemande, l'industrie hollandaise et l'industrie du Nord a obtenu un marché très large qui est celui de toute l'Europe. Après tout, le transfert serait la contrepartie du fait qu'ils ont pu avoir l'effet de la concentration en leur faveur grâce à la centralisation du marché. Et Michel Alietta a tout à fait raison. Les transferts, on les constate d'ailleurs en France, entre le Nord et le Sud. La majeure partie, une grande partie des prestations sociales, et tant mieux, c'est très bien, etc., va vers le sud de la Loire, qui est plus désindustrialisé que le Nord. C'est effectivement, au niveau européen, on peut raisonner de la même manière. Mais est-ce que ça veut dire qu'une politique volontariste de réindustrialisation à l'échelle française, donc qu'on l'appelle le produire France, etc., est-ce que c'est quelque chose qui a une consistance économique? Tout le problème, c'est de savoir quelle place veut avoir la France à l'intérieur de cet ensemble européen. Et Nicolas Sarkozy, effectivement, s'il parle d'Alstom, s'il va reparler d'Alstom, c'est pas notre cas. Il y a une rupture. En fait, jusqu'en 2004-2005, la France a accepté, sans le dire, les élites françaises plutôt, ont accepté cette division du travail. C'est-à-dire à l'Allemagne l'industrie, à l'Espagne le tourisme de masse, etc. Et nous, le luxe, les services à valeur ajoutée, le vin, etc. Et la rupture, ça a été Alstom, indiscutablement. Car les Allemands pensaient qu'Alstom allait revenir dans le giron de Siemens. C'était logique, c'était eux qui faisaient l'industrie. Et là, effectivement, Nicolas Sarkozy, alors à l'économie, a bloqué. Et depuis, on se demande, est-ce que la France veut revenir en partie, au moins garder une partie de son industrie? Tous les candidats à la présidentielle ont l'air de dire qu'il faut réindustrialiser un minimum, car on ne peut pas, effectivement, faire reposer l'économie française seulement sur les services. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire réindustrialiser? Qui sont les acteurs, les opérateurs? À quelles conditions par rapport à la concurrence? Quel est le rôle ou pas de l'État? Dominique, c'est ces questions-là qui se posent. Oui, alors il y a une sorte de paradoxe. Il y a 2 jours, le président de la République a dit qu'il faut former les chômeurs. Et 2 jours après, on va à Cifrance pour dire conserver cette activité qui est peut-être pas rentable. Le rôle de l'État, c'est d'inciter et d'aider à la formation. La réforme du système de formation professionnelle, on en parle depuis une bonne vingtaine d'années et ça n'avance pas. Donc la politique industrielle, ça n'est pas simplement aller renflouer des canards boiteux ou des entreprises en grande difficulté. C'est des choses qui peuvent, excusez-moi, mais c'est des choses qui peuvent se faire parce que si on regarde la conversion des pays scandinaves, et notamment la conversion de la Finlande, au début des années 90, à la suite de la crise financière, c'est un pays agraire qui s'est transformé en 5 ans à peu près en un pays qui était au sommet finalement des hautes technologies. Mais avec une politique... Oui, avec Nokia. Une politique d'éducation, en effet, de formation extrêmement massive, donc une restructuration du budget
Évidemment, il y a eu une période de baisse du taux de change parce qu'il fallait soutenir transitoirement la conjoncture avant que la politique structurelle puisse fonctionner. C'est cette articulation des deux qui est difficile. Éric Delanoë. Le point par rapport à ça, c'est que je pense qu'on a un problème de trajectoire. On a un problème de trajectoire par rapport à ce que vous disiez. Réindustrialiser, ça veut dire quoi? Quelle industrie? Comment? Moi, je pense qu'on a commencé. Les pôles de compétitivité, quand même, sont là pour en témoigner. Premier sujet. Mais la trajectoire, elle n'est pas là. Ce que l'on constate depuis 2 ans, c'est qu'on a une trajectoire, une dichotomie très forte entre l'économie réelle, réindustrialisation, investissement, mise en place d'emprunts. Il y a eu le grand emprunt. Et puis, comment vont le percevoir les marchés qui, aujourd'hui, font la pluie et le beau temps sur la monnaie, l'économie, etc. On a un problème de temporalité qui fait qu'aujourd'hui, les politiques ne veulent pas mettre en avant une réindustrialisation qui soit un investissement sur 10 ans par rapport à une attente des marchés qui se fasse tout de suite. Parce que c'est de la dette. Et oui. Donc, il y a un problème de trajectoire sur comment on y va par rapport à ça. Pascal Denima. Non, mais ça, c'est essentiel. La question de peut-on aujourd'hui faire encore de la politique économique pour généraliser, essayer de généraliser au plus simplement possible, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on ne sait plus réellement concrètement vers quel secteur investir, sur quel délai. C'est le problème de la politique d'évaluation. Est-ce que des projets comme le TGV ou Airbus auraient été possibles dans le contexte de domination des marchés financiers aujourd'hui sur les politiques d'État? C'était l'intervention de l'État en plus. Pour la question du Portugal, en tout cas, c'est fini, puisqu'il y avait un TGV qui était prévu. Et compte tenu des plans d'austérité au Portugal, ce projet était tout simplement il y a des choses terminé. qui sont possibles. Par exemple, on pourrait parfaitement demander à Apple de faire une usine d'assemblage pour l'ensemble du marché européen sur le sol européen. Hein, car quand on dissèque le prix d'un iPhone, c'est assez fascinant. Et quand vous voyez comment se forme la valeur d'un iPhone... Racontez-nous. Un iPhone, c'est simple. Faites-nous mal. Un iPhone vendu $560 sur le marché américain. Il y a $178 pour les composants qui viennent de Corée, du Japon, un tout petit peu des États-Unis et un peu d'Allemagne. La part de Foxconn, tout est assemblé, tout arrive en Chine. Foxconn, première entreprise chinoise, assemble l'iPhone pour $7 et prend une marge de $7. $14 pour la part chinoise. La marge d'Apple, $360. Donc, les Américains commencent à dire, écoutez, vous pourriez peut-être relocaliser au moins l'assemblage. Hein, on a la conception. Pourquoi on n'a pas l'assemblage? On importe les composants, effectivement, et on fait l'assemblage. Ça coûtera, au lieu de $7, ça va coûter $30 aux États-Unis. Petite diminution de la marge. Vous pouvez diminuer. Et en plus, vous y retrouvez. Puis alors, pour la balance commerciale américaine, ça, c'est fantastique. Hein, parce que là, vous savez combien ça coûte, la balance commerciale américaine, l'iPhone 4 1 milliard 900 millions de dollars. C'est un cas un tout petit peu Mais limite. Dominique, c'est le retour de l'état dirigiste, là, que les échos ne vont pas beaucoup apprécier, si je connais bien la tradition de votre titre. Juste un mot quand même sur l'iPhone, c'est un cas un peu limite, parce que Apple, la marge est exceptionnelle parce que le produit, c'est la marque. Dans la plupart des autres métiers et des choses fabriquées en Chine, les marges sont relativement étroites. Donc c'est un cas intéressant, mais un tout petit peu limite. Ce qui est sûr, c'est que 2011, et je réponds à votre question, 2011, ça a été vraiment, on parle de la perte du AAA, mais c'est la perte d'abord de l'autorité et de l'autonomie des États. On a constaté, après avoir cru en 2008 que les États étaient de retour et avoir beaucoup glosé sur le retour des États, on a constaté en 2011 que les États, notamment en Europe, étaient apparemment démunis. Alors, ils ne devraient pas l'être, mais ils le sont. Que l'État soit là pour réguler, que l'État soit là pour réguler l'économie de marché, il n'y a aucune difficulté à l'accepter pour un libéral, vous savez. On constate les dégâts de l'ultralibéralisme. Mais jusqu'à aucune difficulté. Non, vous m'avez entendu au début dire que la vraie question sur ces France, oui, je tiens à vous rassurer. Michel Avietta, des missions des États, et en même temps, vous restez convaincu qu'une coopération, en tout cas des États européens, pourrait, sur le plan économique, être un facteur de retour de la croissance. C'est clair. Je veux dire, pour l'Europe, on peut pas. C'est impossible dans les conditions où on est maintenant. De continuer à fonctionner, ça a été démontré par cette crise de l'euro, avec une monnaie unique et pas d'action collective des États. Mais ça veut dire quoi alors? Une politique de grands travaux européens? Non, ça veut dire d'abord que les politiques budgétaires doivent être coordonnées très fortement,
qu'il y ait une règle, en effet, et pas nécessairement une règle d'or telle qu'elle est définie, mais que les États sachent présenter au marché une crédibilité sur le temps. Pour l'instant, ils ne font que des budgets annuels. Ils doivent faire des projections à moyen terme de la politique budgétaire et qui deviennent crédibles, de façon à pouvoir faire baisser les taux d'intérêt et de séparer ce problème de solvabilité qu'ont les États de crise de liquidité immédiate que les marchés imposent. Si on arrive à faire ça, ce qui suppose une coopération des banques centrales, de la Banque centrale et des gouvernements, alors on peut engager ensuite, moi ce que je pense, c'est que pour mener une politique européenne de type industriel, il faut augmenter le budget européen. Alors, ça peut être par des taxes sur les transactions financières, ça peut être par une taxe carbone au niveau de l'Europe, mais augmenter le budget européen, mais faire du produit de cette taxe un capital de garantie pour un financement d'un processus industriel qui se développerait par une succession de projets. Éric Delannoy, pour conclure. Deux points, effectivement. Le premier point sur le budget européen, juste 2 chiffres. 6% du PIB, c'est le budget fédéral américain, moins de 1% pour l'Europe. Dernier aspect, pour relancer la croissance au niveau européen, les eurobonds vont exactement dans ce sens-là pour éviter la concurrence entre les États. Dernier point, la réglementation européenne au travers de Bâle III sur les banques, ne va pas en faveur de la croissance puisqu'elle limite la liquidité et elle limite le prêt aux entreprises. Michel Alietta, Zone euro, éclatement ou fédération, c'est le livre dont je vous ai parlé et qui est paru chez Michalon. Messieurs, merci. Romain, c'est l'heure de votre grand journal. Vous revenez évidemment sur les thèmes que nous venons d'aborder, j'en suis sûr. Ah, effectivement, vous voulez parler de la TVA sociale. Et si elle était appliquée dans les 100 jours à venir? C'est donc l'annonce politique du jour. La gauche est contre. Nous verrons très concrètement les avantages et les inconvénients de cette mesure. Et puis David Beckham, c'est non. Il ne viendra, plutôt on va dire ça en anglais. Il ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Nous verrons pourquoi, cher Michel. Et Claude Goasguen vient de demander d'ailleurs au maire de Paris de suspendre les subventions au PSG qu'il estime finalement un club suffisamment riche pour se passer des subventions municipales. Belle polémique en perspective. A tout de suite, Romain Husteau pour votre grand journal. Le 17-20 continue.